Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Soyez la bienvenue au grand rendez-vous d'Europe 1, Le Monde et iTélé. La rentrée 2013 vous est apparemment favorable. Je pense qu'elle encourage vos ambitions pour votre parti à l'occasion des prochaines échéances électorales, que ce soit les municipales, les européennes et peut-être même les présidentielles. Députée européenne, vous combattez, on le sait, l'Europe actuelle, son organisation, sa monnaie, l'Europe, son absence, son impuissance et même ses drapeaux. Mais c'est peut-être dommage parce que la chancelière Merkel, dès le début de son 3e mandat, probablement demain ou après-demain, a prévu de lancer des initiatives en faveur de plus d'Europe. Puisque vous prétendez au gouvernement de la France, le grand rendez-vous avec Arnaud, le parlementier du journal Le Monde, bonjour, avec Michaël Darmon d'ITélé, vous interrogera sur le style, les arguments, les engagements du Front National, de votre parti que vous présidez, face à toutes les situations, même les plus dangereuses, même les plus tragiques, comme le Pakistan à l'instant et le Kenya. Michaël Darmon. Alors à Nairobi, au Kenya en ce moment, donc l'assaut est en cours contre le commando affilié à Al-Qaïda. C'est Ben Laden qui meurt jamais. Mais pourquoi voulez-vous qu'il meure, puisque le fondamentalisme islamique, et notamment Al-Qaïda, est aidé de manière absolument directe par un certain nombre de capitales européennes, dont hélas la France, comme ça a été le cas hier en Libye, et comme c'est le cas directement par la fourniture d'une aide, d'une assistance, de conseils et même d'armes en Syrie. C'est la France qui aide les djihadistes et les fondamentalistes. Oui, monsieur, oui, j'accuse de manière extrêmement claire le gouvernement d'aujourd'hui de François Hollande et celui d'hier de Nicolas Sarkozy d'être en Libye et en Syrie intervenu directement au soutien du fondamentalisme islamique terroristes. Mais ils n'ont rien fait. Et je pense que c'est une... Ils n'ont rien fait. En Libye, on n'a rien fait. Non, non. Je parle de la Syrie, parce que vous dites si, la Syrie. on fait. On ne le dit pas aux Français, mais la réalité, c'est qu'on est déjà en train d'aider ces rebelles que l'on part de toutes les qualités et dont l'on sait pertinemment qu'elle est dominée par les fondamentalistes islamiques, avec toutes les conséquences que ça risque d'entraîner sur notre sécurité. Il s'agit là d'une faute morale, politique, historique Madame Le Pen, de la part de nos dirigeants. Il faut Bachar donc reste au pouvoir, c'est la meilleure solution? Oui, bah écoutez, c'est la moins pire toujours, voyez-vous. Je vous le dis clairement parce que moi je n'ai pas l'habitude de faire de langue de bois entre des fondamentalistes islamiques et un pouvoir certes autoritaire, et vous pouvez d'ailleurs multiplier ce genre d'adjectifs, mais laïque, qui était capable de préserver les minorités ethniques et les minorités religieuses. Un laïc au pouvoir pour tuer 100 000 personnes de son peuple. Non mais monsieur El Kabbach, d'où sortez-vous ce chiffre de 100 000 personnes? Parce que dans les 100 000 morts, il y a aussi tous les morts qui sont tués par les rebelles islamistes. Il y a tous ceux qui ont pris une balle dans la tête sans sommation. Il y a tous ceux qui ont été égorgés, ceux dont ces rebelles ont mangé le cœur directement devant les caméras. Bon, alors encore une fois, donc, il faut pas aider. Je pense on entend dire qu'il faut que les Américains et peut-être les Français aident en envoyant ou des armes ou des conseillers les rebelles dits modérés. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et puis on va faire le tri. Ça va être facile d'ailleurs de faire le tri, comme on l'a fait en Libye. Hein, on a aidé les modérés, et ces modérés sont arrivés au pouvoir. La première chose qu'ils ont mis en œuvre, c'est la charia. Et on sait ce qui se passe aujourd'hui en Libye. On sait la chasse à l'homme. Est-ce que l'on sait la chasse à l'homme aujourd'hui en Libye, et évidemment aux femmes, qui est menée par ceux que nous avons contribué à mettre au pouvoir. Michaël Darmon. Est-ce que vous seriez tenté ou vous auriez envie d'aller saluer Bachar el-Assad, comme votre père l'a fait en son temps avec Saddam Hussein? Non, mais écoutez, Bachar el-Assad, le dernier qui l'a salué et qui lui a déroulé le tapis rouge, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a invité au 14 juillet, assis à sa droite. Les Italiens, les Espagnols et même les Américains l'avaient reçu. Et ils avaient reçu aussi si les autres l'ont fait, alors... C'est pas une explication ou une consolation, mais tout le monde l'avait fait à l'époque. Est-ce que vous pensez que de telles opérations qui se déroulent... Attendez. Des opérations comme celles qui se déroulent dans un centre commercial, un magasin de luxe où les terroristes savent qu'ils peuvent frapper à la fois des nationaux et des étrangers peuvent se produire en Europe et en France? Évidemment, évidemment. Évidemment que des faits de terrorisme peuvent se dérouler en France et en Europe, d'autant plus que je crois que M. Valls a admis qu'il y avait plus de 100 djihadistes français qui se battaient actuellement en Syrie et qui par conséquent vont revenir sur le territoire français, probablement avec des aides, puisqu'ils sont aidés et qu'ils font l'objet d'une complaisance de la part du gouvernement français. Non, madame, ils sont surveillés, puisqu'ils sont surveillés, identifiés, ça veut dire qu'il y a une prise de contrôle de ces personnalités. Comment vous, si vous étiez au pouvoir, vous surveillez
surveilleriez. On a vu à Toulouse comment ça s'est passé, cette surveillance. Oui, mais la question, c'est une surveillance tellement précise, cher monsieur, que la réalité, c'est qu'on avait déjà détecté Mohamed Merah avant la tuerie de l'école juive et qu'on aurait pu l'arrêter. Mais qu'on ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi, monsieur? Vous savez pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Parce que des instructions avaient été données aux services chargés de cela, qu'il fallait poursuivre à tout prix la piste de l'extrême droite. Donc pour des raisons idéologiques, on a pris des risques insensés. La question est simple. Vous, on a compris la critique que vous avez portée. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez justement aux manettes dans ce genre de situation? Alors, d'abord, j'arrêterais d'aller les armer, voyez-vous. Je ne les assisterai pas. J'aurai une cohérence dans la politique internationale que je mène. C'est-à-dire que je n'irai pas combattre les islamistes au Mali et puis les soutenir en Libye et en Syrie. Je considérerai résolument qu'ils sont les adversaires de la France. Je mettrai en œuvre une grande politique de renseignement en France pour connaître précisément qui fait quoi. Je mettrai à la porte de notre pays les étrangers qui, sur notre territoire, font la promotion du salafisme, du wahhabisme et de toutes ces... Les djihadistes dont vous parlez, qui sont par exemple en Syrie, sont français pour la plupart. J'irai chercher... Donc qu'est-ce que vous faites de ces Français? Qu'est-ce que vous faites de ces Français? Vous les expulsez? En l'occurrence, vous n'en savez rien. J'irai regarder dans leurs caves, j'irai regarder dans leurs caches pour trouver les armes qui, évidemment, y existent. Grande promesse de Nicolas Sarkozy qui n'a jamais été respectée. Voilà ce que je ferai. Je mènerai une lutte efficace, mais encore une fois, pour avoir une lutte efficace... Ça veut dire qu'on emprisonne les gens avant qu'ils aient commis des attentats. Monsieur, pour avoir une lutte efficace, il faut qu'il y ait un discours cohérent. Le comportement de nos gouvernants est totalement incohérent en la matière. Droite et gauche confondus. Mais droite et gauche confondus. Regardez, la dernière en date, c'est le comportement de M. Fillon. Quelqu'un qui fait mine aujourd'hui de refuser une intervention en Syrie, mais qui était d'accord il y a 1 an pour cette intervention en Syrie lorsqu'il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy, et qui était d'accord pour l'intervention en Libye, qui pourtant se positionne exactement sur les mêmes problématiques. Marine Le Pen, nous avons tous lu avec beaucoup d'attention d'abord tous les documents du Front National et tous vos discours, et en particulier celui de Marseille. Il y a 2-3 trucs qui nous ont un peu secoués. Vous dites que le Royaume-Uni est l'épouse légitime des États-Unis. La France en est la maîtresse. Mais pire, vous dites que la France est devenue la catin des émirs bedonnants. Oui. Ça veut dire que la France est une putain. C'est ce que vous traitez aujourd'hui, la France actuelle, de putain. Ça veut dire que les gouvernants français ont fait de notre pays, effectivement, la catin d'émirs bedonnants, la catin du Qatar, de l'Arabie Saoudite, qui manifestement, contre argent sonnant, la France est une catin. À cause peut-être. Non, c'est le gouvernement français qui fait de notre pays cela. Et c'est tout le sens de mon combat, monsieur Kabash, que de rendre à la France sa fierté, sa puissance, sa liberté, le gouvernement sa et la France, c'était pareil pour votre discours. Le gouvernement et la France, c'était la même chose. Vous avez dit la France est devenue une catin. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Monsieur, ne me faites pas ce procès-là, je vous en prie. Je vous en supplie. Bon, parlons du fond des choses. Je sais que vos oreilles sensibles sont heurtées par la formulation, mais moi je vais au fond des choses. Alors justement, j'ai le mérite, cher monsieur, d'aller au fond des choses avec une certaine constance ici, comme vous le savez, et avec une certaine franchise. Pourquoi sommes-nous les alliés du Qatar et de l'Arabie Saoudite? Mais vous préférez apparemment la Syrie, qui aide à l'époque la Libye de Kadhafi. Chacun a probablement ses choix. Non, mais je n'aime pas plus l'un que l'autre. Je suis un responsable politique. Dans le terme responsable politique, il y a responsable. Et je mesure, lorsque je suis confronté à un dilemme, je mesure quel est le danger le plus grand pour la France. Donc face au dilemme, il fallait laisser Benghazi bombardé et massacré par Kadhafi. Il fallait laisser Benghazi massacré. On ne va pas recommencer à faire toute l'histoire. Monsieur, est-ce que vous qui avez été en poste, je crois, à Bruxelles, vous accuseriez l'Allemagne de cela? L'Allemagne, oui, on lui a reproché de ne pas agir, et l'Allemagne a agi. Est-ce que vous l'accuseriez d'être la complice de M. Kadhafi et de M. Bachar el-Assad? Est-ce que vous accuseriez l'Espagne? Est-ce que vous accuseriez l'Italie? Car tous ces pays-là sont exactement sur la position qui est la mienne. Ils ont mesuré les dangers et ils ont dit que le plus grand danger, c'est celui d'aller soutenir les fondamentalistes islamiques. Alors justement, pour continuer un petit peu dans les solutions que vous avez commencé à lister tout à l'heure, il y a un sujet, un thème, une question sur Marseille, la situation à Marseille. Beaucoup disent, et apparemment des sondages également, il faut l'armée, il faut des drones pour lutter contre ce qui se passe à Marseille. C'est demandé par des élus et des sondages commencent à l'appuyer. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que ce n'est pas utile,
que ça n'est pas la place de l'armée, que ça n'est pas son boulot, et que l'armée, elle vient pour tirer. Alors, si les responsables socialistes considèrent qu'il faut tirer dans les banlieues marseillaises, je leur laisse le soin de l'expliquer aux Français. Moi, je pense que la police et la gendarmerie ont très largement la possibilité de ramener l'ordre à Marseille. Encore faut-il qu'ils en aient des instructions. Car à chaque fois que je rencontre un policier, M. Darmon, à chaque fois, où que ce soit, la première revendication qui est la sienne, c'est de dire « nous attendons des politiques qui nous donnent des instructions pour faire notre job ». Aujourd'hui, nous avons des instructions pour ne pas bouger. Nous avons des instructions pour ne pas poursuivre les délinquants lorsqu'ils sont en moto ou en mobilette. Qu'est-ce que vous feriez? Mais monsieur, je donnerais les ordres à la police nationale et à la gendarmerie d'aller chercher les 5000 délinquants d'habitude qui sont les leaders de bandes qui sont à l'origine de l'immense majorité de la délinquance dans notre pays. J'irai chercher les armes dans les caves. J'irai recréer un service de renseignement qui me permette de lutter efficacement contre la criminalité et non pas seulement contre la délinquance, puisque voilà, d'un côté il y a une criminalité les services de renseignement, organisée. ils sont pas mal développés. Je donne l'instruction aux policiers de ne pas s'arrêter lorsqu'ils poursuivent des criminels à la limite des quartiers sensibles pour ne pas créer d'émeutes, Autre etc. question sur la etc. sécurité. En Corse, on assassine, on règle des comptes, on tue en plein jour et en pleine ville. Qu'est-ce que vous feriez? Et à la Guadeloupe aussi. Bon, et alors qu'est-ce que vous feriez à la Guadeloupe et à la Corse? On ne parle jamais de nos territoires d'outre-mer. À la Guadeloupe, c'est 37 meurtres qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous feriez? Et en Corse? Et est-ce qu'à votre avis, il s'agit de mafia liée à des trafics de drogue ou à l'immobilier ou à un mouvement politique? Non, je ne crois pas du tout que ce soit lié à un mouvement politique. Je pense que nous avons là affaire à la mafia et qu'il faut par conséquent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre en œuvre un service de renseignement digne de ce nom. Car il est absolument inouï qu'au bout de 15, 17, 18, 24 meurtres dont on sait pertinemment qu'ils sont liés à la mafia, on ne découvre jamais les coupables. Michael Darmon? Vous faites partie des millions et plus d'amis sur Facebook qui soutiennent le bijoutier à Nice? Non, je n'ai pas cliqué sur une pétition car, à la différence de beaucoup de Français, j'ai moi la possibilité d'exprimer, et merci, je vous en remercie d'ailleurs, notamment par ce genre d'invitation, ma position sur ce sujet. J'ai d'ailleurs été très clair. La responsable politique et l'avocate que je suis vous ont expliqué que j'avais de la sympathie pour l'homme, dont je comprenais l'exaspération, mais qu'évidemment, comme beaucoup de Français d'ailleurs, je n'avais sympathie pour le geste parce que celui-ci a eu des conséquences dramatiques. Dans votre lutte sur la criminalité, est-ce que vous êtes favorable au rétablissement de la peine de mort et de quelle manière? Moi, je suis favorable à titre personnel, mais je me suis engagé auprès des Français à organiser un référendum sur ce sujet. Je pense que les Français ont le droit d'être interrogés sur ce sujet. Votre avis personnel, c'est oui. Dans le cadre d'un référendum, je pense qu'il faudrait leur poser cette question en leur disant, voilà, il y a deux choix. Il y a le choix de la peine de mort, il y a le choix de l'enfermement à vie. Mais l'enfermement à vie, c'est pas 20 ans. C'est pas 30 ans, c'est à vie. On rentre en prison et on n'en ressort plus jamais. Exactement, et on meurt en prison. Donc votre avis personnel, c'est qu'il y a un rétablissement conditionnel de la peine de mort auquel vous êtes favorable et vous le soumetteriez au référendum. Mais qu'est-ce que c'est un chef qui suit? Parce que vous dites, si vous êtes la responsable, vous donnez votre orientation. Non mais monsieur Akabache, vous mettez le doigt là encore sur une grande cohérence de ma part. J'étais aussi pour un référendum dans le cadre de l'établissement du mariage homosexuel. Parce que je crois que ces sujets-là sont des sujets qui touchent à la sensibilité de chacun et que par conséquent, on ne peut pas imposer ce type de mesures sans en demander l'avis au peuple que l'on dirige. Marine Le Pen, à Marseille, dans ce discours que nous avons tous lu, vous avez estimé que la France est au bord de l'insurrection et même de la guerre civile. À quels indices? Je n'ai pas dit cela de Marseille, monsieur. Non, vous l'avez dit dans votre discours. Dans le discours de Marseille. Vous l'avez pas dit pour Marseille. Voilà. Vous dites la France est au bord de la guerre civile. Quels sont les indices? Oui, je pense très honnêtement que
la division qui est la conséquence de la politique menée par la droite et par la gauche, les ferments de division qui sont ceux du communautarisme encouragé, du laxisme systématique, créent les conditions demain de conflit, créent les conditions demain de bavure comme celle d'ailleurs du bijoutier. Est-ce que vous n'avez pas tendance à dramatiser, à exagérer, peut-être pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe? Non, mais la guerre civile. Oui, la guerre. Je crois qu'il peut exister demain dans des quartiers des moments où la population risque, une partie de la population risque de s'élever contre une autre partie de la population. Et j'en accuse les politiques. Et je dis que le seul moyen de lutter contre ce danger, contre ce funeste avenir, c'est de recréer les conditions de la justice, du lien, de l'unité de la France. Peut-être d'intégration. Et je considère que seul le Front National est capable de le faire. Sociale. Voilà. Oui, mais je suis pour la justice sociale. Moi, je n'ai jamais vu autant d'injustice sociale que depuis un certain nombre d'années. On va en parler avec vous, Marine Le Pen. L'économie, l'Europe, les problèmes de société avec Marine Le Pen, présidente du Front National. Un jour sur Europe 1, vous m'avez confié que vous alliez changer le nom du Front National. C'est pour quand ? Non, j'avais envisagé cette possibilité parce que je pense qu'il n'y a pas de tabou. Et il ne m'est pas apparu qu'il était utile de le faire. Pas avant des élections. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça ? Michael Darmon, puis Arnaud Le Parmentier qui commence avec une question sur l'Europe et Mme Merkel. Oui, Mme Merkel a toutes les chances d'être élue chancelière de nouveau. Si vous êtes au pouvoir, comment redéfinissez-vous les relations avec l'Allemagne? Quel partenariat avec le premier voisin de la France? Eh bien, j'irai expliquer à Mme Merkel que comme elle défend les intérêts de l'Allemagne, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime de sa part, je défendrai à partir de maintenant des intérêts de la France, ce qui n'a pas été fait depuis déjà un certain nombre d'années. On défend les intérêts de la France en renégociant, si vous voulez, le retour de la souveraineté, de la liberté de la France. J'ai déjà dit que je comptais organiser un référendum. Voilà. Donc j'organiserai un référendum à 8 mois ou à 12 mois. Oui, mais moi j'ai pas peur du peuple, monsieur Elkabbach, à la différence d'autres. Mais bien sûr. Voilà. Et que dans ce délai qui nous sépare du référendum, la question serait simple, voulez-vous rester ou sortir de l'Union européenne? J'engagerai effectivement un processus très ferme de renégociation de 4 points qui me paraissent absolument essentiels pour que la France ait un avenir et un avenir français. C'est retrouver une souveraineté monétaire, retrouver une liberté territoriale, c'est-à-dire clairement. Alors, permettez-moi, c'est-à-dire maîtriser, supprimer Schengen, maîtriser mes frontières. Moi, je veux que la France ait le droit de décider qui entre et qui se maintient sur son territoire. C'est redonner au peuple français sa souveraineté, c'est-à-dire permettre aux lois françaises d'être supérieures aux lois européennes, car il n'y a absolument aucune raison que des directives européennes s'imposent aux Français alors même qu'ils ne les ont pas choisis. Et c'est la possibilité de mettre en œuvre un patriotisme économique. Alors, c'est assez vague. Ça va passer éventuellement de la possibilité d'un protectionnisme mesuré, intelligent. On a vu les 4 points et le référendum. À une priorité donnée aux entreprises françaises PME, PMI, notamment dans le cadre des marchés publics, ce qui aujourd'hui, vous le savez, est interdit par l'Union européenne. Mais si le peuple français vous répond non et qu'il veut rester dans l'Europe, comme c'est probable. Le peuple français, à mon sens, ne me dira pas non, sauf si j'ai réussi à obtenir ces négociations. Car qu'est-ce que je ferais? À ce moment-là, j'arriverai le jour du référendum en disant aux Français, voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Si vous considérez que c'est suffisant, eh bien, à ce moment-là, vous décidez de rester dans l'Union européenne. Si vous considérez que ça n'est pas suffisant, comme moi, par exemple, votre objectif serait de revenir au franc. J'expliquerai ma position. Marine Le Pen, est-ce que votre objectif serait de revenir au franc? Non, revenir au franc, ça n'a pas de sens, car le nouveau franc ne sera pas l'ancien franc. Bon, mais je crois qu'il est absolument essentiel que la France retrouve sa liberté monétaire. Ça veut dire quoi, liberté monétaire? Vous pouvez expliciter? Alors, sa liberté monétaire, c'est de pouvoir
éventuellement, c'est d'avoir sa monnaie. Vous savez, c'est que je vais expliciter assez facilement. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de France jusqu'à il y a 12 ans. Voilà. Donc pour ceux qui s'interrogent, c'est-à-dire avoir une monnaie. Vous avez mesuré les conséquences pour les Français? C'est avoir une monnaie comme 95% des pays du monde. Car cette monnaie unique qui nous est imposée, avouez que c'est une anomalie dans le monde aujourd'hui. Il y a 3 zones monétaires dans le monde, dollar, yen, euro. Donc, et la France est collée depuis l'étalon or. C'est un tout petit peu résumé quand même. Aux marques. Donc qu'est-ce que vous faites vis-à-vis du marque? C'est quand même un tout petit peu. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis du marque? Vous dévaluez? Écoutez, je vais encore une fois remettre en place, si c'est nécessaire et pendant un certain temps, une maîtrise économique aussi des frontières. Je trouve. Non, mais sur l'euro, j'ai pas compris comment on sortait. Je considère que l'euro est surévalué. Vous-même, je crois, vous le considériez il y a quelque temps, car vous êtes un peu le fillon du journalisme, vous. Non, je C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, vous nous avez fait un très beau papier en nous expliquant que la dévaluation était absolument nécessaire. Je peux vous relire, j'ai votre papier. Est-ce que vous voulez que Michaël Darmon et moi nous sortions et on vous laisse tous les deux? Vous nous parliez de l'échec de l'euro. Fallait-il signer ce traité de Maastricht qui tourne au désastre? On l'a signé. Après l'avoir tant défendu, on finirait par en douter, disiez-vous. Curieusement, le sujet reste tabou. Il le reste encore. Et 6 mois plus tard, vous venez nous dire que la dévaluation est un drame. Vous le savez, j'ai 2 objectifs en retrouvant notre liberté monétaire. D'abord, à ne pas recevoir d'ordre sur la politique que je mène. La France doit pouvoir décider de la politique qu'elle mène. Mais vous pensez pas que la France est plus forte quand elle est associée à d'autres pays, qu'elle est à l'intérieur d'un ensemble européen? Oui, ça fait 12 ans que vous nous vendez ça. Elle n'a jamais été aussi faible. Jean, je ne suis pas encore au pouvoir. Elle n'a jamais été aussi faible, monsieur Michaël Darmon. Comprendre justement vis-à-vis de la sortie de l'euro. À ce moment-là, tout le monde le dit, les économistes le prévoient, l'essence, par exemple, augmenterait de 50%. Il y aurait Pourquoi 50 ? Au moins, on va dire. Ah oui, n'importe quoi. Non, à la louche. N'importe quoi. Si vous dévaluez de 30%, l'essence augmente de 30%. Donc ça veut dire que les économies des Français... Non, on termine la question. Ça prouve quand même, monsieur, votre manque de rigueur. On termine la question. Vous me dites, monsieur, non, c'est très intéressant parce que les grands experts, il faut qu'ils soient rigoureux. Bon, vous me dites, d'évaluer de 30% augmenterait le prix du pétrole de 30%. Le prix à l'importation du pétrole, oui. À l'importation du pétrole, mais pas à la pompe. Car évidemment, on omet de dire que 70 à 85% des taxes du prix de l'essence sont des taxes. Et d'ailleurs, ce prix de l'essence, il va continuer à augmenter grâce à la taxe carbone que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. Voilà. Marine Le Pen. Par conséquent, ce serait une augmentation de 30% à l'importation sur les 30% que représente le coût. Si vous voulez bien, vous adresserez ce cours à Arnaud Le Parmentier à la fin de l'émission. Ah bah oui, mais est-ce que la politique... Excusez-moi, on entre dans le concret actuel. Alors je baisserai les taxes, oui, monsieur. Est-ce que la politique de l'énergie de la chancelière Merkel, c'est-à-dire fin du nucléaire, plus d'éoliennes, plus de charbon, c'est un modèle pour la France? Pas du tout. C'est-à-dire que vous pensez, par exemple, en 2025, les Français vont être 6 millions de plus. Il y aura une consommation plus grande d'électricité. Est-ce que vous pensez que le soleil, le vent et le charbon suffiront à la France? Non, mais je crois que l'éolien est une stupidité totale, extrêmement coûteuse. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'on est obligé de racheter l'électricité produite par l'éolien à un coût absolument exorbitant. Ça contribue d'ailleurs à l'augmentation de la facture payée par les Français. Donc pas d'éolien? Non, je ne crois pas à l'éolien. En plus, je trouve ça épouvantablement laid. Je pense que ça détruit nos paysages, que ça détruit nos espaces maritimes. Et les mines de charbon, comme dirait Michaël Darmon. Donc je suis pour continuer la politique de nucléaire, tant en tout cas que l'on n'a pas trouvé autre chose, car je crois aussi que les Français ont des idées et que si on investissait comme il le faut dans la recherche, nous serions capables de trouver demain des énergies nouvelles. Mais des énergies nouvelles qui fonctionnent. Il y a des choses très intéressantes d'ailleurs sur l'hydrogène. Tout cela mérite tout de même de faire l'objet de recherche, d'investir dans la recherche. En attendant, dans le gaz de schiste. En attendant, y compris pour le gaz de schiste. En attendant, si vous voulez, il est évident qu'on ne peut pas se priver du nucléaire, à charge pour nous, bien entendu, de sécuriser les centrales comme il le faut. Justement, Fessenheim, par exemple. Ah oui, mais si vous posez 4 questions en même temps, vous venez de me poser une question. Alors je vais vous répondre d'abord, et M. Darmon sûrement attendra 2 minutes. Sûrement. Voilà. Bon. Mais alors, en tout je suis pour l'exploration, effectivement, du gaz de schiste. Je pense qu'il ne doit pas y avoir justement de sujet tabou, qu'il
il y a là encore des recherches à faire qui peuvent permettre d'envisager demain l'extraction de ce gaz avec des méthodes notamment non pas hydrauliques mais pneumatiques qui permettraient de préserver l'environnement. Je suis pour l'exploration du gaz de houille parce que ce serait une ouverture en matière d'emploi pour des territoires français. Où ça, en Ile-de-France, quel lieu on peut chercher partout? Écoutez, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, voilà des endroits qui ont été meurtris par la politique menée et qui sont aujourd'hui des friches industrielles et qui pourraient demain avoir un nouvel avenir avec ce type d'utilisation. Alors, vous avez répondu à l'ensemble de ces questions sur ce thème-là. Par rapport à la cohérence, c'est votre mot, de la politique économique. Vous dites, je baisserai les taxes. Vous le dites souvent, mais vous dites aussi, on va augmenter le budget de la défense. Tout simplement. De 2%. Ça, c'est un record, 2% pour la défense. Vous dites aussi, on va baisser le coût du travail, mais on va augmenter les salaires. Comment on fait ? Alors on fait comme je l'ai exprimé dans mon projet présidentiel, il faisait une 40aine de pages, Monsieur Darmon, j'ai fait un effort considérable pour le chiffrer d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on met en place une politique globale qui consiste à rompre avec le modèle économique qui a été choisi depuis 40 ans. Voilà. C'est une rupture absolue avec le modèle économique ultralibéral. Pardon ? Ça, c'est un mot, une rupture avec la politique économique. Non, c'est pas du tout un mot. C'est concrètement, on arrête le libre-échange total, c'est-à-dire la concurrence internationale déloyale que subissent aujourd'hui nos salariés, que subissent aujourd'hui nos employés, et donc, qui on refait les produits 100% en France. Qui a pour conséquence l'augmentation spectaculaire du chômage. On met en œuvre le patriotisme économique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire un avantage donné aux entreprises françaises. Fait Arnaud Montebourg et le gouvernement aujourd'hui. Pardon ? Le patriotisme économique. On produit en France, on encourage des innovations en France. Mais monsieur Elkabbach, c'est très intéressant ce que vous dites, car il le dit. Mais la réalité, c'est qu'il ne peut pas le faire. Et il mais le s'il sait. le fait, vous le soutenez? Mais il ne peut pas. Puisque c'est interdit par l'Union européenne, qu'ils ont construite, dont ils continuent à défendre les options et l'idéologie. Non, il dit, monsieur Montebourg, oui, il faudrait faire du patriotisme économique. Ah, c'est sûr, il y a un petit verrou européen. Non mais il y a un petit verrou parce qu'il le voit de loin, monsieur Elkabbach, parce que s'il s'approchait un peu, il verrait que c'est un énorme verrou. Des droits de douane, des contingentements pour les produits. Interdit. Mais quand Peugeot fait une voiture, les composants qui viennent d'Europe, elle les refait en France directement? Tous les moyens qui sont utiles pour relocaliser l'activité. Tous les moyens utiles et utilisés intelligemment, comme d'ailleurs le font beaucoup d'autres pays, et vous ne l'ignorez pas, comme le fait le Brésil, comme le fait le Canada, comme le Brésil a plus de croissance en ce moment, comme le fait la Chine est en échange permanent avec le monde, comme le font les États-Unis, comme le font beaucoup de pays qui maîtrisent leurs frontières et qui s'autorisent à défendre des secteurs économiques, notamment lorsqu'ils leur paraissent stratégiques. Mais est-ce qu'une politique énergétique, comme que vous avez mentionné tout à l'heure, elle peut se faire à l'intérieur des frontières? Est-ce qu'il peut y avoir une autarcie énergétique? Vous voyez, là, à ce moment-là, on aura besoin peut-être de l'Europe. Non, mais monsieur, à la fois pour importer ou exporter même l'électricité. Oui, mais monsieur, j'ai bien compris quand même, vous savez, je ne suis pas né de la dernière pluie, que dès que l'on demande, dès que l'on suggère l'idée qu'il faut sortir du modèle économique qui nous a été imposé, à ce moment-là, on vous répond « Ah, vous voulez créer l'autarcie, monter des murs aux frontières, et puis vivre entre nous, replier sur nous-mêmes, etc. » J'ai entendu ça 100 fois. Non, monsieur, non. L'objectif, la maîtrise des frontières n'oblige pas à les fermer à double tour. Bien entendu, nous continuerons à négocier, à commercer, et nous commercerons beaucoup mieux et de manière beaucoup plus équilibrée, comme le font d'autres pays du monde, à partir du moment où nous aurons cette maîtrise des frontières. Le chômage, est-ce que vous maintenez les emplois aidés utilisés en ce moment par le gouvernement? Et comment vous faites pour, comme vous l'avez dit à Marseille, redonner du travail aux Français? Monsieur, les emplois aidés, c'est un artifice. C'est un artifice statistique. En réalité, ce sont des salariés des contribuables français. Puisque c'est avec les impôts des contribuables français qu'on finance ces emplois aidés. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ça que des indemnités de chômage? Non, mais ça ne crée pas de richesse, ça. Alors, comment vous créez si vous montez ça, alors on part directement vers l'Union soviétique. Comment vous relancez la croissance et vous créez de l'emploi? Donc les emplois aidés... Comment vous redonnez du travail aux Français? Essayez d'être un tout petit peu discipliné, parce que vous vous posez des questions les uns sur les autres. C'est pas vous qui mettrez la discipline. Non, mais c'est dommage. Nous sommes cohérents et indisciplinés. Oui, mais vous parlez Non, mais on en a déjà... Bon, les uns sur les autres. C'est ce que vous allez dire. C'est parce
c'est par cette rupture avec ce modèle économique que nous recréons l'emploi dans notre pays. C'est parce que nous avons évidemment détecté que c'est la concurrence internationale déloyale, que c'est l'ouverture totale des frontières, que c'est les importations massives de produits à bas coût qui aujourd'hui entraînent la disparition de nos entreprises ou leur délocalisation vers des espaces où bien souvent soit les salaires sont beaucoup plus bas, soit la monnaie vaut beaucoup moins cher. Voilà. Mais une fois de plus, lorsque vous dites on retrouve la souveraineté monétaire, c'est-à-dire en fait on sort de l'euro, vous avez bien conscience que ça va impacter, comme on dit, ou frapper d'abord les gens modestes. Et pourquoi vous dites ça ? Parce que les prix vont augmenter, parce qu'en dévaluation, les prix vont augmenter, on l'a vu pour l'essence. Mais monsieur, écoutez, donc comment vous défendez justement les revenus modestes avec cette politique ? Arrêtez de faire peur aux Français. Non, je ne fais pas, je pose une question. Moi, je ne fais peur à personne. Mais écoutez, je pose une question à Marine Le Pen. C'est qui fait peur entre nous deux, là. Hein. Je pose une question, c'est tout. Voilà. Nous avons tous les jours des experts. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10. Hein. C'est toujours les mêmes d'ailleurs. Comme c'est démontré dans un documentaire remarquable qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est actuellement en train d'être diffusé sur une chaîne cryptée. Un reportage remarquable où l'on voit que ce sont toujours les mêmes experts qui viennent nous expliquer que si on ne continue pas dans le chemin qui a été tracé depuis 40 ans, ça va être l'épouvante, la ruine, la faillite, le soleil va s'éteindre, les tsunamis vont se déchaîner. C'est faux. Voilà. Cela est faux. Mais ça aussi, on connaît cette Encore une fois, nous avions, votre vraie réponse politique monsieur, nous avions une monnaie il y a 12 ans. Les Français n'ont pas la mémoire courte. Ils s'en souviennent de comment nous vivions il y a 12 ans. Nous construisions des produits. Nous avions une industrie. Nous n'avions pas perdu 500 000 emplois industriels, c'est vrai, en 5 ans. Bon, alors il y a des choses que nous pouvons fabriquer très simplement, très tranquillement. Il y a des choses que nous ne pouvons pas fabriquer ou que nous ne voulons pas d'ailleurs fabriquer. À ce moment-là, nous les importerons. Nous déciderons de cela, encore une fois, dans l'intérêt de la France et des Français et dans l'intérêt de l'emploi en France. Car c'est ce modèle économique qui, encore une fois, tue l'emploi et crée le chômage. Et aggrave la dette au passage. Nous allons nous retrouver avec vous, Marine Le Pen, dans un instant. Invitez Marine Le Pen. Pour les prochaines élections européennes, est-ce que vous donnez au Front National l'objectif d'être le premier parti de France ? Oui, bien sûr. C'est un objectif, oui. Vous pensez que vous y arrivez ? Vous pensez que c'est possible en France ? Oui, je pense que c'est possible, car je crois que beaucoup de Français, une majorité en réalité, ont compris aujourd'hui que le protectionnisme national, c'est la solution, que l'euro nous coûte une fortune, car nous n'avons pas parlé du coût de l'euro, hein, notamment par l'intermédiaire des plans de sauvetage, qui n'en finissent plus de ne plus finir d'ailleurs, puisque maintenant on parle du 3e plan d'aide à la Grèce, que l'Irlande réclame un plan supplémentaire. Les élections européennes. Je pense que beaucoup de Français sont conscients, parce qu'ils le vivent au quotidien, en ayant paumé leur emploi ou en voyant leur famille le perdre, que ce système, encore une fois, de loi de la jungle est un système délétère. Avant les élections européennes, il y a les élections municipales. Que voulez-vous faire justement pour ces élections-là ? Est-ce que, comme on l'entend, vous voulez faire un appel pour des listes communes qui se feraient avec, par exemple, des candidats d'hiver droite en France? D'abord, nous montons nos listes. Bon, ça c'est une chose. Mais nous sommes dans un esprit de rassemblement à l'égard des patriotes de droite ou de gauche d'ailleurs, qui voudraient, avec nous, venir mener le combat aux élections municipales. Nous avons fait pour cela une charte, rédigé une charte, qui sont les points non négociables pour, encore une fois, opérer ce rassemblement. Eh bien, ceux qui se reconnaissent dans ces engagements non négociables peuvent venir nous rejoindre. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces engagements, eh bien, feront liste personnelle. Le moment venu, Marine Le Pen, dans les cas d'un choix entre l'UMP et le PS, est-ce que vous votez pour le moins sectaire moi, je ne m'intéresse pas à ce type de considération très subjective. Alors, qui il faut battre ? Qui il faut faire battre ? Qui vous voulez faire battre ? L'UMP et le PS, quand vous êtes dans cette situation-là. Monsieur, moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique qui a été menée. Dans les points non négociables auxquels nous attachons une importance toute particulière. D'accord, mais vous ne pouvez pas liquider les deux partis qui ont gouverné depuis 10-15 ans. Il y a, par exemple, le refus de l'augmentation des impôts locaux. Quasiment les municipalités UMP et toutes les municipalités PS ont augmenté les impôts locaux alors que les Français sont étranglés. Il y a le refus des subventions aux associations communautaristes.
tous les maires UMP et PS ont financé des associations communautaristes. Ils ont tous laissé des reculs de la laïcité au quotidien se dérouler dans leur ville. Donc, par conséquent, ils portent ensemble une responsabilité très lourde. Et si les Français... Ces raisons-là. Mais, donc vous n'êtes jamais pour les sortants, alors. Ça veut dire que vous n'êtes jamais pour les sortants, vous vous allierez plutôt pour les listes challenger. Si toutes les listes... Je ne comprends pas votre question. Si Moi, je les... me présente avec les idées que je défends. Les Français votent pour nous parce qu'ils considèrent que l'UMP et le PS ont échoué, que l'échec est majeur et qu'ils en souffrent au quotidien, que ce soit dans leur ville municipale ou que ce soit dans d'autres élections au niveau national. Bon. Par conséquent, nous défendons nos idées, nous présentons des candidats. Si encore une fois des gens qui viennent de la droite ou de la gauche disent bon bah écoutez voilà sur ces points-là dans le cadre d'une gestion municipale, moi je suis d'accord avec vous et donc partant de là parce que nous faisons de la politique, pas de la stratégie. Justement. Nous venons, Marine Le Pen, nous acceptons de faire une liste regardez en comme il commun est avec impatient, le pauvre. Non, pas pauvre du tout. Pas le pauvre, le riche. Voilà, ni riche non plus, merci, formidable. Par rapport donc aux alliances, vous avez parlé de politique tout à l'heure, justement, vous avez évoqué François Fillon. Au fond, avec qui vous vous sentez le plus proche en termes de discours un François Fillon ou un Jean-François Copé, puisque finalement, sur la Syrie, sur le Front National, on a vu un François Fillon avec lequel vous pourriez avoir quelques, finalement, rapprochements politiques. Monsieur, ils ont exactement le même discours. Et ils ont mené exactement la même politique. Bon. Par conséquent, essayez de voir des différences de fond entre M. Fillon et M. Copé, vous n'en trouverez pas. La réalité, c'est qu'ils ont des différences de stratégie, car le seul objectif de ces deux hommes, c'est de gagner la compétition interne, pas de régler le problème des Français. On l'a bien compris d'ailleurs. Oui, Marine Le Pen, d'arriver en 2017. Et si en 2017, vous attendez-vous un duel François Fillon, François Hollande, François Hollande, Nicolas Sarkozy? Non mais monsieur Cabage, excusez-moi, mais ça m'intéresse assez peu. Ah bon? Voilà, non, oui, ça m'intéresse peu. Vous n'avez pas cet objectif. Non, mais moi, je veux faire de la... Comme dit Jean-Marc Ayrault, elle veut le pouvoir, la fille Monsieur, Le Pen. je veux faire de la politique pour que les Français sachent pourquoi demain ils vont m'élire. Voilà ce que je veux faire. Je veux leur expliquer quel sera mon projet. Je veux leur expliquer quels sont les objectifs sur lesquels je m'engage. Oui, voilà. Mais pour quel but? Pour arriver à quoi? Et pour arriver à sortir la France de la situation dramatique dans laquelle elle est plongée. Mais comment? Par quelle voie? Mais par la voie électorale. Mais je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous voulez des alliances préalables? Est-ce que vous voulez des alliances pour conquérir le pouvoir? Ou est-ce que vous pensez que vous pouvez l'avoir seul? La seule alliance que je pourrais faire, c'est l'alliance avec le peuple français. Et effectivement, il y a de plus en plus de Français qui viennent de l'UMP, qui viennent du Parti Socialiste, qui ont compris qu'ils n'ont plus rien à en attendre. D'avoir le monopole du peuple et qui nous rejoignent. Et c'est avec cette force-là, dans le cadre du respect de la démocratie, que nous arriverons au pouvoir. Car oui, c'est notre but. Il faut 50% des voix pour être élu président de la République. Oui, jusqu'à présent, dans les sondages, il y a les 2/3 des Français qui n'aiment pas votre politique. Comment vous faites pour avoir ces 50%? Écoutez, s'il y a 2/3, il me reste à convaincre 15% de Français d'ici 4 ans. 62% des Français ne participent pas ou ne partagent pas vos opinions. Ah bah ça fait moins alors. Donc il me reste à en convaincre 12%. Non. Bon bah c'est très bien. C'est quand même une majorité de Français. Il va falloir que vous refassiez tous des calculs. C'est un objectif. Non mais bon, vous avez dit la finalité, les élections, etc. Donc vous m'avez pas répondu parce que vous pensez donc le moyen d'avoir le pouvoir, c'est d'être à l'Élysée. Est-ce que vous vous trouverez face à François Hollande, à Fillon ou à Nicolas Sarkozy, ou alors vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Mais monsieur Cabage, bien sûr que je serai là. C'est la seule chose dont je suis sûr. Ce sont les autres dont je ne peux pas vous affirmer qu'ils seront présents. Et eux ne seraient pas là. Mais je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est votre travail comme éditorialiste, politologue. Vous faire croire que vous ne moi, je prendrai les adversaires. Prendrai les adversaires qui seront là, et nous ferons une campagne où nous convaincrons les Français que la seule manière, encore une fois... Vous répondez à la question, vous serez là en 2017, c'est votre objectif d'être là en 2017. C'était ça, mais posez-la moi directement, ça aurait été plus simple, parce que vous êtes allé par des biais détournés. Non, je vous la pose directement. Non, j'ai aucun problème. Vous pensez que vous serez là et que de l'autre côté, il n'y aura pas qui? Moi, je pense qu'il n'y aura pas Nicolas Sarkozy, mais vous savez, je l'ai déjà exprimé. Mais il y aura François Hollande ou François Fillon?
Mais je Ou ne sais Copé. pas. Bon, Lorsque... Ce sont les question, Français. Michael Darmon. Ce sont les Français qui le décideront lors du premier tour de l'élection Alors, présidentielle. on a vu que vous mettez en place depuis votre élection Ça à ne la change pas tête du grand-chose pour parti. moi parce que, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il mène de toute façon la même politique depuis 40 ans. Depuis que vous êtes président du Front National, il y a cette stratégie nouvelle qu'on voit que vous mettez en place. Votre père dit, au fond, c'est la même chose, il n'y a pas de rupture. Jean-Marie Le Pen a dit il y a quelques jours ici même, d'ailleurs à Europe 1, le Front National, le mien et celui de ma fille, c'est pareil. Oui, enfin, il n'a pas dit exactement cela. Il dit que sur les grandes idées qui sont les nôtres, il n'y a pas de changement. Il a raison d'ailleurs. Il a raison parce que l'axe principal, c'est la défense de la nation française, bon, et de sa liberté. Donc sur cet axe-là, effectivement, il dit il y a peu de Marion, différence. il y a Le Pen, Marion Maréchal mais nous avons de droite, non, mais plutôt, nous le Front avons National, et Marine, non, c'est mais plutôt à gauche. nous avons travaillé beaucoup. Voilà. Parce que nous le devons. Sur les valeurs, madame. Je peux terminer une phrase, Oui, monsieur, je vous en parce prie. que ce serait sympathique que je puisse repartir du studio en ayant pu terminer juste une phrase avec un point à la fin. Vous avez terminé plus Voilà. d'une. Quand elles sont nouvelles, vous pouvez dire toutes les phrases que vous voulez. Ah, quand elles sont nouvelles. Ouais. Donc il Quand faut on se changer répète d'avis pas. tout le temps pour Non, pouvoir avoir il la faut- parole. quoi. Non, quand on ne se répète Ah bon pas, quand on n'est pas le perroquet de soi-même, on peut toujours dire tout ce qu'on veut. D'accord. Allez-y. La réponse. Alors Arnaud Le Parmentier. Sur Et on termine. nouveau comité d'éthique, est-ce que vous êtes favorable à ce que les homosexuels puissent donner leur sang? Est-ce que vous êtes favorable à une loi sur le suicide assisté? Puisque le nouveau comité d'éthique se réunit. Ah doit oui, se ça prononcer doit être là-dessus. le genre de problème que les Français se posent tous les matins en se réveillant, Non, mais, honnêtement. euh, Tous les matins en se réveillant, ils se disent quelle est ma préoccupation principale? Est-ce que c'est le niveau de l'école pour mes enfants? Est-ce que c'est l'insécurité La fin de vie, c'est pas un sujet. vivant? Est-ce que c'est... Non, mais vous voyez bien que je crois que ce sont des sujets de diversion de la même manière. Donc moi, je suis pour la loi Leonetti. Oui, c'est pas la mienne, hein, c'est celle d'un adversaire politique. Bon, ce qui prouve que nous sommes des gens D'accord. qui sommes sérieux et qui pouvons admettre que d'autres puissent faire de bonnes lois. Donc je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de la loi Leonetti. Parce que- Mais je pense aussi que la multiplication de ces sujets vise à empêcher en réalité vise à éviter plutôt de répondre aux Français sur leurs préoccupations essentielles. Alors, on change D'accord. les horaires de l'école, enfin, que des choses qui sont évidemment Marine Le pas Pen, prioritaires. parce que la question de Arnaud Le Parmentier, c'est aussi le fait que le journal officiel publie aujourd'hui la liste de 16 nouveaux membres du comité d'éthique. On comprend 40. Et que dans le comité d'éthique, il paraît qu'il y a beaucoup d'arrivants qui sont plutôt de gauche. Alors qu'il y a le PMA, il y a des programmes. Très Et étonnant. d'autre part, dites-nous votre avis, il y avait des représentants des religions, ils n'y sont plus. Est-ce que ça veut dire ce sont des laïcs qui représenteront les grandes familles spirituelles? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans un pays laïque ou au contraire qu'il aurait fallu garder les religieux? Mais on peut très bien être dans un pays laïque et considérer qu'il peut y avoir un représentant de chaque religion dans un comité d'éthique. Encore une fois, moi, la laïcité que j'envisage n'est pas la haine des religions ou un combat contre les religions. Et elles existent, elles ont incontestablement un poids et elles peuvent être consultées. Ça n'a rien, je trouve, de scandaleux, mais l'on ne doit pas se soumettre à leur volonté. Et c'est hélas bien souvent ce qui ne se passe pas. Merci Marine Le Pen pour avoir Merci. participé à ce grand rendez-vous. L'invité la semaine prochaine à la place que vous occupez aujourd'hui est Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Merci beaucoup. C'était Jean-Pierre Elkabbach à l'instant.